Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les populations redoutent le retour des grandes inondations à l'extrême nord du Cameroun et pour cause, les travaux de renforcement de la digue avancent à pas de tortue sur le fleuve Logone. Ce retard dans l'exécution des travaux est également perceptible sur la pénétrante est de Douala où les injonctions du ministre des Travaux publics n'ont eu aucun effet sur le parachèvement de certains tronçons routiers. À suivre dans ce journal, la cartographie des projets structurants mal exécutés au Cameroun. Autre titre de l'actualité, la confirmation de l'existence de la grippe aviaire ébranle la filière avicole dans la région de l'Ouest, principale productrice des poulets et des œufs dans la sous-région Afrique centrale. La question d'accompagnement des aviculteurs est loin d'être à l'ordre du jour. Aux grandes dames des acteurs de cette filière, ils s'expriment dans ce journal. À l'heure du début du Ramadan, des consommateurs et des commerçants détaillants se plaignent des prix de certains denrées alimentaires qui ne cessent de grimper sur le marché. On fait le point dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les premières pluies font déjà perdre le sommeil aux populations de l'extrême nord. Elles redoutent le retour des grandes inondations et pour cause, les travaux de renforcement de la digue piétinent sur le fleuve Logone, une situation qui rend le sommeil difficile pour les populations. À 5 semaines du délai initial de livraison de ce chantier, le taux d'exécution n'est qu'à 35%. Reportage Amadou Daïrou et Albertine Bitiaga. La reprise des pluies dans la région de l'extrême nord fait craindre la survenue d'autres inondations dans cette partie du pays, notamment dans l'arrondissement de Maga, dans le Mayo d'Anaï. Une raison suffisante pour motiver la descente sur le terrain du comité technique de suivi des travaux de renforcement de la digue de protection du fleuve Logone. Prévu pour être livré le 15 juin 2016, pour ce qui est de la première phase des travaux, le délai pourrait bien ne pas être respecté. Et pour cause, les ouvriers font face à plusieurs difficultés techniques. Le problème que nous rencontrons sur le site, c'est que la digue n'est pas compactée à cet endroit. Lorsqu'on démantèle l'ancienne digue pour reconstruire la fondation, le fond de forme présente parfois des formes sableuses et on n'avait pas prévu ça dans l'étude. Ce qui fait que l'entreprise est obligée de purger à certains endroits, ce qui prend beaucoup plus de temps pour trouver la terre ferme et mettre une fondation. Et il y a aussi des coins où le matériau, le fond de forme est tellement saturé qu'il va falloir enlever parce que s'il faut laisser sécher, ça va prendre une semaine et ça aussi, ça peut perdre du temps. À cela, il faut ajouter que les pluies qui se déversent depuis plusieurs semaines sur la localité ralentissent considérablement l'avancée des travaux sur le terrain. L'entreprise en charge de la réhabilitation de la digue a sollicité qu'une rallonge lui soit accordée sur les délais prescrits. Une requête qui n'a pas été envisagée par le comité de suivi des 10 travaux conduit par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Medjiwara Bakari a plutôt recommandé à ses équipes de s'organiser et de travailler de jour comme de nuit pour que le délai soit respecté. Il faut noter que la première phase de ces travaux comprend le renforcement de la digue de protection du fleuve Logone sur une distance linéaire de près de 22 km et la réfection de la digue du barrage de Maga sur 15 km. Des travaux qui rentrent dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence de lutte contre les inondations PULSI à l'extrême nord du pays, une zone qui avait connu de graves inondations en 2012. Un autre projet où les injonctions du ministre des Travaux publics n'ont eu aucun effet sur l'exécution de certains ouvrages. Il s'agit de la pénétrante est de Douala. Là-bas, Emmanuel Nganou-Djoumessi avait sommé l'entreprise prestataire de parachever certains ouvrages et tronçons routiers dans un délai de 21 jours. Nos reporters Innocent Abega et Eric Massandiomo constatent que ces travaux sont loin d'être terminés. Pourtant, le délai a expiré depuis plusieurs jours. Reportage.
Parmi les points dont l'achèvement a été convenu dans le délai donné par Emmanuel Nganou Djoumessi se trouve le rond-point Nelson Mandela. À ce jour, même si les travaux ont considérablement avancé sur le passage supérieur, force est de constater que beaucoup reste à faire. Un pan du dit passage est entièrement bitumé et un autre attend de l'être. Pendant ce temps, les engins continuent à aller et venir sur le site des travaux. L'installation des garde-fous est terminée le long des deux côtés du passage supérieur. Le rond-point en lui-même est loin d'être terminé, même si ses contours sont déjà clairement perceptibles. Au vu de la situation à ce niveau, les travaux s'étaleront sur plusieurs semaines encore, bien au-delà donc du délai fixé par Emmanuel Nganou Djoumessi. Le deuxième point contenu dans ce délai, c'est le pont d'Inoire. Ici, les travaux sont quasiment terminés, mais seules 2 des 3 voies disponibles sont véritablement mises à la disposition des usagers. Les 2 nouvelles voies aménagées parallèlement à l'ancienne attendent toujours d'être matérialisées. Tôt le matin et en soirée, les embouteillages importants continuent à être observés en ce lieu. Le tronçon allant du marché des fleurs au lieu du Texaco aéroport semble quant à lui achevé avec une matérialisation clairement perceptible. Seulement, comme sur celui allant de Texaco aéroport à Tradex Mboko, les lampadaires installés ne fonctionnent pas véritablement à 100%, ont commencé à tomber sous le heurt de certains chauffards. Toujours sur le même axe Texaco aéroport Tradex Mboko, de nombreuses voies restent bloquées par l'entreprise en charge des travaux. Et donc, malgré l'aménagement de ces multiples voies, les populations de Ndokpassi 2 et 3 continuent de caresser le rêve de circuler un jour sur cet axe routier en toute fluidité. Pour cela, il faudra que les délais impartis soient respectés. Celui de Nganou Djoumessi et d'autres ministres qui l'ont précédé ou suivi sur ce chantier n'a pas été respecté. Un peu comme si toutes ces prescriptions ministérielles n'avaient qu'une valeur folklorique. En ce début du jeûne de Ramadan, l'heure est au ravitaillement dans la cité capitale, dont les familles des fidèles musulmans font le stock des vivres pour affronter ce mois de jeûne, de pénitence, de dévotion et de compassion envers son prochain, mais aussi envers le Très-Haut. Cependant, certaines couches sociales sont dispensées du jeûne de Ramadan. Des précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. Dans la communauté musulmane à Yaoundé, l'heure est au ravitaillement pour affronter le mois du jeûne du Ramadan. Comme c'est le début, nous avons commencé à acheter quand même le riz, l'huile et le sucre. Pour le moment, bon, c'est le commencement. On va continuer toujours à acheter. Moi, j'ai acheté, n'est-ce pas? J'ai acheté la viande, j'ai acheté les arachides, n'est-ce pas? J'ai acheté, n'est-ce pas? J'ai acheté les 40 litres, n'est-ce pas? Alors, j'ai acheté les choses qui doivent me suffire, n'est-ce pas? Pour un mois de Ramadan, là, je n'achète rien encore, je ne peux rien ajouter. Comme à la briqueterie, c'est aussi le ravitaillement à Essos où l'on trouve une forte concentration de musulmans. La particularité ici, c'est que la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 5e elle-même ravitaille. 65 sacs de riz, 39 cartons de sucre et autant de cartons d'huile sont offerts aux 19 mosquées installées sur son territoire. Nous devons accompagner nos frères de la communauté musulmane pendant la période du Ramadan. Nous devons les accompagner pendant cette période, qui est une période forte en prière, une période de piété, une période où tout chrétien, où tout musulman aspire à une élévation spirituelle, une période où Allah, plus que jamais, entend ou accepte les prières. C'est une espèce de cloche qui retentit. Les fidèles mahométans sont appelés à la prière en ce début du mois du jeûne du Ramadan, marqué par l'abstinence. Allah lui-même a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Vous qui avez cru, le mois de Ramadan vous est prescrit comme il a été à ceux d'avant vous. Le jeûne veut dire s'abstenir, n'est-ce pas, de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels et tout autre acte qui peuvent rompre, n'est-ce pas, le jeûne. Et cela de l'aube jusqu'au Maghreb, jusqu'à 18h30.
Mais parlant de jeûne ou d'abstinence, il y a une nuance à relever. Allah dit, celui qui est malade ou alors un voyageur, il est en voyage, il peut ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Mais après, quand sa santé va se rétablir, en ce moment, il va donc jeûner le jour qu'il avait mangé. Une personne vieille, elle est vieille, cette personne, elle peut ne pas jeûner. Parce que quand elle va jeûner, ça va, n'est-ce pas, engendrer d'autres problèmes. Mais à chaque fin de la journée, il doit, n'est-ce pas, prendre 2 kilos du riz ou alors du maïs, n'est-ce pas, donner à un pauvre. C'est ça qui remplace son jeûne. C'est l'exception qui confirme la règle. Le mois du jeûne du Ramadan a pour but de raffermir la foi du fidèle musulman et non de compromettre davantage son état de santé. Le ravitaillement en produits de première nécessité devient de plus en plus difficile au Cameroun. Les prix ne cessent de grimper sur les marchés. Tenez par exemple, des commerçants détaillants et des consommateurs se plaignent de l'augmentation des prix du sucre fabriqué au Cameroun, une situation qui s'amplifie en raison de la rareté de ce produit local sur un marché où les producteurs nationaux et les importateurs de sucre se livrent une bataille sans merci au détriment des consommateurs. Reportage Alex Diongan et Flavien Dongo. Dans certains marchés de la ville de Douala, visités en ce début de jeûne chez les musulmans, on constate que le sucre produit localement se fait rare. Nous n'avons pas le sucre, les autres sucres fabriqués localement parce qu'ils nous font comprendre qu'il y a rupture de sucre. Il y a pénurie de tous ces marques-là depuis presque ces derniers temps. Si on essaie de demander, mais on ne trouve pas. Les commerçants s'accordent à dire que la rareté de cette autre denrée a abouti à une légère augmentation du coût du paquet sur le marché. Le sucre a augmenté sur le marché, mais pas quand même une grande marge. Et oui, le sucre a augmenté il y a de cela quelques temps. Ça varie de 30 à 50 francs par paquet. Malgré les assurances des entreprises sucrières locales, les étals, boutiques et autres espaces marchands sont de plus en plus inondés du sucre importé. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de sucres qui sont importés. Et c'est pour ça qu'il y a fuite du sucre sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on parle, il y a maintenant trop de pénurie et les prix augmentent. Beaucoup de fournisseurs se plaignent parce que beaucoup de gens importent plus le sucre que de prendre ce qui est localement fabriqué au Cameroun. Les vendeurs des produits de première nécessité qualifient de pénurie la rareté du sucre produit localement sur le marché. Par ailleurs, pour ce début de jeûne, les musulmans ont pu se ravitailler. Oui, pour aujourd'hui, ils ont pris beaucoup de spaghettis, du sucre et du lait. C'est pour le déjeuner très tôt le matin, puisqu'ils mangent généralement à 5 h du matin et le soir après 18 h après la prière. La confirmation de l'existence de la grippe aviaire a ébranlé les acteurs de la filière avicole dans la région de l'Ouest, principaux producteurs des poulets et des autres produits avicoles dans la sous-région Afrique centrale. La question des mesures d'accompagnement est loin d'être à l'ordre du jour aux grandes dames de ces acteurs de la filière avicole dans la région de l'Ouest. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Founiat. C'est désormais confirmé. La grippe aviaire est présente dans la région de l'Ouest Cameroun. La gorge nouée, le gouverneur Wafanka Augustine donne le résultat des analyses effectuées sur les échantillons de poulets morts à Bafoussam et à Bayangam. Avec un contre-expertise du côté du centre Pasteur, il est établi que la grippe aviaire se trouve du côté de Bayangam, dans le département de Kunki, et également les poulets qui sont morts du côté du marché Casablanca à Bafoussam portaient également les virus. Première mesure d'urgence, le mouvement de volailles est interdit dans les départements de la Mifi et du Kunki jusqu'à nouvel avis. De ce fait, le délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales pour l'Ouest sollicite le concours des éleveurs pour étouffer la maladie. Avec le blocage des principaux couloirs d'écoulement de la volaille vers les grands marchés, les producteurs redoutent déjà un investissement de trop et des manques à gagner sur les ventes. Les mouvements de volaille sont complètement interdits. Et chacun doit se demander pour combien de jours est-ce qu'il va nourrir avant d'ouvrir les portes ou bien avant de laisser les poules nourrir.
Donc nous souhaitons vivement qu'il y ait beaucoup de concertation. Aux multiples préoccupations des aviculteurs sur l'avenir de leur activité, le gouverneur Awa Fonka Augustine les a rassurés du soutien des pouvoirs publics pour la sauvegarde de leurs intérêts. Selon les statistiques de la délégation régionale du Minépia, l'Ouest est à ce jour le principal poumon d'élevage de volailles du Cameroun, avec 7 millions de poulets pour une production annuelle de plus d'1 milliard d'œufs. Sur le marché, les produits avicoles connaissent déjà une baisse de prix. Certes, la menace de la grippe aviaire est circonscrite à 3 départements, le Fundi, le Nkonki et la Mifi, mais les méfaits de cette épizootie se font déjà ressentir dans la capitale économique du Cameroun, où des consommateurs de poulets braisés se comptent au bout des doigts dans certains centres où sont braisés ces poulets. Reportage Innocent Abega et Gladys Sidi. Le poulet braisé est bel et bien disponible sur les étals dans plusieurs coins chauds de la ville de Douala. Si l'interdiction de la vente de la volaille dans certaines localités pousse certains à être réticents quant à sa consommation, d'autres par contre n'ont pas changé leurs habitudes. Le poulet est exposé à longueur de journée et des commerçants déclarent que l'activité se porte plutôt bien, la clientèle étant régulière. Les gens viennent toujours pour manger le poulet. Le problème, ce n'est pas ici, c'est là-bas, il y a un décalage, le problème, ce n'est pas ici. On veut que le marché de poulet, ça passe, je ne veux pas que vous avoir peur pour venir manger le poulet, il faut que ça marche toujours comme avant. Le marché n'a pas baissé. Youssouf, qui exerce dans le même secteur d'activité, a par contre vu son chiffre d'affaires être réduit depuis l'annonce de la présence de la grippe aviaire dans certaines régions. Bon, les gens ont peur de manger le poulet ici à Douala. Je ne sais pas parce qu'ils disent qu'il y a la maladie et qu'il n'y a rien encore dans le poulet. C'est une chose qui se passe ailleurs. On a beaucoup raconté de choses. Moi, je dis à tous mes clients de venir encore manger le poulet parce qu'il n'y a rien dans le poulet. La bonne manière, est-ce que quelque chose qu'on dise la maladie, quand on met déjà dans le feu, ça ne peut plus garder le microbe ni la maladie parce qu'on brise ça avec le feu. La recette a baissé, mais on a besoin que ça remonte encore. Ils sont nombreux ceux qui pensent que la grippe aviaire est une pure invention, une stratégie mise sur pied pour déstabiliser les éleveurs. Est-ce qu'on connaissait la grippe aviaire en 1980? C'est les Blancs qui sont venus avec nous, on mangeait les poulets. Les intrants, tout ce qu'ils mettent pour nourrir les poulets en 40 jours. C'est ça qui est le problème. Ça ne me fait pas peur, j'ai vécu au village. Quand nos poulets tremblaient un peu comme ça, le père disait couper le cou. Certains vont plus loin et émettent des réserves quant à la politique mise sur pied par les autorités pour éradiquer ou prévenir la grippe aviaire. Il faudrait d'abord que l'État essaie d'abord de nous expliquer ce que c'est que la grippe aviaire. Vu que nous, on ne connaît même pas d'abord ce que c'est que la grippe aviaire. Depuis au temps de nos parents, la maladie qu'on appelle aujourd'hui la grippe aviaire existait déjà. Alors, pourquoi venir nous faire comprendre en Afrique qu'on pétait la grippe aviaire sur une maladie qu'on n'a jamais compris, que ce n'est jamais arrivé en Afrique? Non. C'est une maladie qui existe depuis. Mais ça, c'est pour empêcher les jeunes Camerounais qui essaient un peu de faire l'élevage. Que l'État alors essaie d'arrêter l'importation, de congeler qu'on importe de l'Europe ou ici. Si la vente du poulet a été interdite dans les régions de l'Ouest et du Centre, aucun foyer de grippe aviaire n'a pour l'instant été découvert dans la région du littoral. Restons à Douala où des promoteurs des pompes funèbres continuent d'occuper les emprises réservées à l'hôpital à Quintini. Pourtant, le préfet du Vouri les a sommés de libérer les lieux, mais les concernés regrettent le peu de temps accordé pour se conformer à la réglementation. Alex Diongan et Étienne Pascal Azégué. Ils sont toujours stationnés à leur place habituelle, tout le long de l'entrée, la morgue de l'hôpital à Quintini de Douala. Les véhicules qui assurent le transport des corps vers leur dernière demeure, connue sous l'appellation de corbillard, ne devraient plus occuper ces lieux depuis le 3 juin dernier, d'après le préfet du Vouri, qui est aussi le président de la plateforme de lutte contre le désordre urbain à Douala. Ceux qui occupent cet espace ne se disent pas prêts à respecter cette décision préfectorale pour plusieurs raisons. Le préfet nous a dit ici l'autre jour qu'il fallait que nous déguerpissions, qu'il ne voudrait plus nous voir ici. Il nous a donné un délai d'1 jour ici. Je lui ai posé la question à savoir si la boutique qui est derrière là, si c'était ma boutique, et que j'avais une voiture qui était le matériel de cette boutique. Je la gardais où? Celui qui ouvre les pompes funèbres se rapproche de la clientèle. La clientèle étant l'élément important du fonds de commerce. On ne peut exercer qu'autour de l'hôpital La Quintini. Et je tiens à vous dire que l'hôpital date de 1933.
Les usagers rencontrés dans les alentours de l'hôpital La Kentini de Douala jugent la décision préfectorale louable, mais que celle-ci devrait être accompagnée de mesures palliatives. Il a pris sa décision parce que c'est normal. Il est le chef d'État. S'il a pris cette décision, on ne doit pas contredire. Il a vu que c'est pas bon. Déjà les corbières là, c'est non seulement ça crée des embouteillages, et en plus je pense que les malades qui viennent ici déjà en voyant le corbillard là, ça les traumatise même d'avoir en commençant. Déguerpir le corbillard c'est une bonne idée, mais l'essentiel n'est pas de déguerpir, puisque l'essentiel c'est avant de les déplacer, trouver d'abord un endroit propice pour qu'ils puissent bien garer là, on a besoin de leurs services, qu'on vient les chercher. La présence des cercueils et des corbillards tout autour de cette institution sanitaire aurait un impact psychologique sur les malades, d'après la direction générale. Un argument qui n'est pas du goût des commerçants. On dit que le cercueil fait peur, le corbillard fait peur. Je ne sais pas si c'est la bonne information. Mais alors, je vous dis que c'est un bois verni, c'est la forme. Ça ne doit pas avoir peur, parce que moi-même, j'ai peur de la morgue, je n'ai pas peur du cercueil. L'administration est écrite et tout le monde doit continuer normalement, en principe, à garer là jusqu'à ce que le préfet sorte une note. Parce que sans la note, si on me met les sabots sur ma voiture, je porte plainte. Des commerçants qui continuent d'empiéter sur l'espace réservé à l'hôpital La Kentini de Douala, en attendant, disait-il, de trouver un autre site de recasement. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun veut ratifier les accords de Paris sur la lutte contre les changements climatiques. Un projet de loi y afférent a été jugé recevable lors de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Reportage Joël Essengue, Marcelin Gansop. Simple coïncidence ou volonté manifeste de coller avec l'actualité de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Quel que soit le cas, le projet de loi déposé sur la table des députés est d'une importance capitale. Il autorise en effet le président de la République à ratifier l'accord de Paris sur le climat. Accord adopté le 12 décembre 2015 et signé à New York le 22 avril 2016. Cet accord vise à renforcer la riposte mondiale face à la menace des changements climatiques dans un contexte de développement durable et de lutte contre la pauvreté. C'est un projet de loi qui est important, c'est nécessaire pour tout le monde. Il y a le changement du climat et c'est bien aussi de faire éduquer les populations par rapport à tout ce que chacun doit se faire pour protéger le climat immédiat. Le Cameroun entend donc, en ratifiant cet accord, jouer toute sa partition, puisqu'il s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à prendre des mesures en faveur de l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Ainsi, notre pays opterait pour une agriculture résiliente au changement climatique, tout en favorisant les énergies renouvelables et le développement d'une économie verte, ce qui réduirait de manière significative les risques environnementaux ainsi que la pénurie des ressources naturelles. Autant d'enjeux qui justifieraient la volonté gouvernementale de donner du sens à l'accord de Paris, lequel a été signé à New York le 22 avril 2016 par 178 pays, dont le Cameroun. La ratification attendue montre la volonté de Paul Biya de lutter contre les changements climatiques. Elle pourrait également permettre au Cameroun de saisir les opportunités financières offertes par ses partenaires pour la mise en œuvre des décisions prises par le sommet COP21. Le projet de loi, une fois validé par la conférence des présidents et déposé en séance plénière, a été confié à deux commissions, la commission de production et des échanges, ainsi que celle des affaires étrangères. Un concert de musique a clôturé le Salon international du livre de Yaoundé, un espace d'expression artistique pour les écrivains de tous bords. Élisée Bogba et Guy Zogo. De la musique au livre, il n'y a qu'un pas que le Salon international du livre de Yaoundé, Silia, a franchi lors de la cérémonie de clôture de ce grand rendez-vous. En présence du ministre de la Culture, de nombreux artistes ont su rendre hommage au livre. Je pense que tout ça c'est la culture, le salon du livre c'est la culture et la musique aussi c'est la culture camerounaise. Et moi ça m'enchante et c'est aussi ma touche, ma façon de venir apporter un plus à notre culture camerounaise et bon, je ne peux qu'être fier.
L'ambiance était donc à son paroxysme, le public nombreux lui étant conquis par les prestations. Il n'en fallait pas plus pour que les livres ainsi portés au firmament reviennent dire leurs mots via les résultats du concours dédié aux jeunes littéraires. Et c'est dans l'actualité déchirante de la lutte contre Boko Haram que le lauréat est allé puiser son inspiration. Le titre du texte, c'est Isa. L'idée m'est née à partir d'un reportage que j'ai vu à la télé, reportage dans lequel on a montré des attentats kamikazes dans l'extrême nord. Les comptes sont donc bons pour le Salon international du livre de Yaoundé 2016. Le prochain rendez-vous, dans ce cadre, entre les écrivains et leur public, est prévu en 2018. À présent, l'escale internationale de ce journal en Belgique, le bilan pourrait s'alourdir après la collision d'un train voyageurs et un train marchandises où l'on note déjà plusieurs morts. Des précisions avec nos confrères de TV5 Monde. Il était un peu plus de 23 heures quand la collision s'est produite. Un train de passagers percute violemment un convoi de marchandises situé sur la même voie, à l'arrêt. Le choc est violent. 2 des 6 voitures du train déraillent et se couchent sur la voie. Une scène de chaos, confie un témoin. Une quarantaine de personnes se trouvaient à bord du train. Un train de voyageurs qui effectuait la liaison entre Moucron et Lirs, donc a heurté un train de marchandises à l'arrêt à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Les autorités ont confirmé qu'il y a 3 personnes malheureusement décédées et 9 blessés à des degrés divers. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. Un centre de crise provisoire a été installé non loin du lieu de l'accident. La priorité étant la prise en charge des victimes, conduites vers les hôpitaux de Liège et Huy. Concernant les circonstances et les raisons de l'accident, la collecte des données sur place a commencé. Selon un quotidien local, des travaux étaient en cours sur le tronçon, raison pour laquelle le trafic aurait été réduit sur une seule voie. La circulation des trains est interrompue entre Namur et Liège, une interruption qui pourrait durer plusieurs jours. Aux États-Unis, la dépouille de la légende de la boxe dans le monde, Mohamed Ali, est enfin arrivée dans sa ville natale, aux États-Unis d'Amérique, lui qui est décédé vendredi dernier des suites d'un choc septique, selon les confidences de sa famille. Reportage avec nos confrères de TV5 Monde. Ultime voyage de Mohamed Ali sur sa terre natale. À Louisville, tout se met en place pour rendre hommage aux héros planétaires. Fleurs et cadeaux s'accumulent sur le perron de sa maison d'enfance. Les habitants ne se font pas prier pour évoquer avec fierté leur plus célèbre résident, à commencer par son frère, heureux d'exprimer son amour pour son cadet. C'était un homme très bon et gentil avec tout le monde. Il était content d'aider s'il pouvait. C'était un sacré bonhomme. Le plus grand professionnel que vous pouviez avoir. Il est arrivé aussi près de la perfection qu'on peut l'imaginer. À l'entrée du musée qui lui est consacré, un essaim d'abeilles s'est installé. Étrange symbole, la devise de Mohamed Ali était volée comme un papillon, piquée comme une abeille. Vendredi, à la demande du boxeur, la cérémonie funèbre sera dite par un imam avant que Bill Clinton ne prononce un dernier éloge. Un public reportage dans ce journal à l'occasion de la 10e édition du Business Forum international. Des grandes entreprises et des organisations patronales ont discuté sur la thématique liée à la chute du baril de pétrole et son impact sur les entreprises camerounaises. Reportage. La chute du coût du baril de pétrole sur le marché international et son impact sur l'activité économique des entreprises au Cameroun était au cœur des échanges du Business Forum International, une conférence à laquelle ont pris part les entreprises ECAN, Tradex, entre autres. Ces derniers ont dû revoir leurs objectifs. Je dirais c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans l'économie. Parce que lorsque vous avez une économie dont l'essentiel des revenus, ou alors une bonne partie des revenus, est basée sur les recettes pétrolières, et 2 alternatives en fait. Soit vous doublez votre production pour rattraper le différentiel en quantité, soit alors vous prenez toute la baisse en pleine face. Opérant sur le segment upstream,
Nous avons ressenti très fortement les effets négatifs de cette chute, mais toutefois, cela ne veut pas dire que nous en sommes morts ou que nous allons en mourir. Nous avons mis en place les outils nécessaires pour faire face. Les boulangeries dont les faux tournent essentiellement autour du pétrole et même dans l'informel, toutes ces petites entreprises qui existent, les Ben Skinner, puisque c'est un métier aujourd'hui au Cameroun. Également les PME, les moyennes entreprises entre 10 et 60 salariés, voire qui font un chiffre d'affaires important, sont directement impactés par cette baisse-là. Le Business Forum International est une initiative du cabinet Vivendi Consulting. Il vise à mettre ensemble les PME, PMI et les grandes entreprises. L'intérêt, c'est de réunir les grandes entreprises, les petites et les moyennes entreprises pour pouvoir les mettre en contact pour réussir dans leur métier. Les participants ont apprécié les exposés menés, d'où la marque de satisfaction exprimée au sortir des travaux. L'évolution de ma société et puis m'étendre sur des horizons divers, internationaux, avec des experts de taille que j'ai rencontrés là. Nous faisons dans la logistique et le transit. Donc j'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans l'intervention de monsieur de Necotrans, puisque nous avons des activités communes. Rendu à la 10e édition du Business Forum International, le cabinet Vivendi Consulting n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. L'objectif du top management est de se hisser en tête des institutions spécialisées dans la communication, la formation du personnel et l'organisation. Vivendi Consulting, c'est une entreprise dont l'activité est basée essentiellement sur la communication. On organise des forums comme celui-ci et on fait des formations également pour porter la connaissance vers les personnes, les individus et les entreprises. Rendez-vous est donc pris pour la 11e édition du Business Forum International qui se déroulera à l'hôtel Aqua Palace de Douala sous le thème des économies numériques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.